Donc, on poursuit notre échange sur le retour d'expérience dans lequel je vais vous présenter deux exemples qui permettent peut-être de répondre effectivement à une grande partie des questions que je voyais également dans le chat. C'est parfois frustrant de ne pas pouvoir répondre à tout, mais peut-être on aura l'occasion de continuer d'échanger sur la deuxième partie. Et puis, évidemment, je serai à votre disposition pour y répondre. Donc, deux exemples différents, donc avec deux techniques de ventilation naturelle mises en œuvre différentes. L'extension de l'école de musique, le Briscope à Brignais, et puis le groupe scolaire Diedrich à Bourgoin-Jallieu. Donc, pour situer l'extension du Briscope à Brignais, on est donc en 2009. C'est une conception finalement qui date d'il y a 10 ans. Ça passe vite, mais c'est pour vous montrer le retour d'expérience. J'ai choisi ces opérations pour que on puisse partager ensemble le retour d'expérience, notamment des utilisateurs et des suivis de consommation. En tout cas, c'est aussi ce qui nous alimente pour fabriquer les projets suivants, parce que ça, c'est une constante aussi. Tous nos projets sont suivis, on retourne voir les utilisateurs, quel que soit d'ailleurs si on a une mission de suivi ou pas. C'est une vraie question de responsabilité. Quand on propose cette solution, on se doit d'être sûr que ça marche. Et du coup, c'est ce qu'on a fait au Briscope. On n'avait pas de mission de suivi, mais on y est retourné un certain nombre de fois. Voilà le projet, conçu par l'agence Philippe Madec et l'agence Plage Arrière, Christophe Trabet, à Brignais, avec une équipe projet, ce que j'ai évoqué tout à l'heure en préalable, et sur lequel j'insisterai beaucoup dans ce retour d'expérience, qui n'est pas que technique, mais qui est avant tout humain. On voit ici, on va dire, des bulles d'acteurs. On a évidemment le maître d'ouvrage, mais autour du maître d'ouvrage, on a des conseils, avec notamment des rôles essentiels dans la suite d'un projet en ventilation naturelle. Le programmiste, je salue Jean-Pierre que j'ai aperçu dans les participants, donc les programmistes, le bureau de contrôle, qui est un acteur fondamental pour aller au bout du projet et travailler avec lui, finalement le maître d'ouvrage, les usagers, et puis l'équipe de maîtrise d'œuvre, qui doit être plurielle et partagée autour de l'architecte, mais aussi le bureau d'études fluides, avec qui on est amené évidemment à éminemment échanger. Ici, sur ce sujet de Brignais, un vrai sujet acoustique, vous allez le voir. Donc, l'acousticien a un rôle aussi important dans notre échange sur les choix qu'on va pouvoir mettre en œuvre dans la ventilation naturelle. Et toute cette jolie équipe, y compris les entreprises, évidemment, parce qu'après, il faut passer le relais, il faut pouvoir le réaliser. C'est un enjeu fondamental. Puis, le gestionnaire. Ici, sur Brignais, on a livré donc en 2012. On a eu des échanges. Je refaisais un peu l'historique des échanges sur cette opération. De 2013 à 2019, on a eu des échanges avec la ville. Notamment sur les questions de consommation d'énergie. C'est un endroit où on retourne régulièrement visiter, parce que quand on doit faire un projet de ventilation naturelle, les maîtres d'ouvrage se questionnent sur qu'est-ce que c'est un projet de ventilation naturelle. Et donc, il y a des opérations qu'on fait visiter. Donc, évidemment, pour les faire visiter, il faut aussi savoir comment ça se passe, les côtés qui marchent, les côtés qui ne marchent pas, ou en tout cas qui pourraient amener à être améliorés dans les projets qu'on met en œuvre. Le site, donc on est ici sur le bâtiment du Briscope, qui est un centre culturel avec une bibliothèque et une salle de spectacle. Et le site qu'on a développé, c'est l'extension au sein de cet espace, à proximité du parc et de la mairie de Brignais. Voilà. Dans les enjeux du site, fondamentaux, évidemment, donc on est à Brignais, on n'est pas dans un îlot de chaleur urbain, on est en périphérie métropolitaine. On est dans un climat, certes un climat hiver froid et été chaud, mais on est dans ce qu'on appelle, nous, finalement, la ligne
d'équilibre entre besoin de chaud et, besoin en ventilation. On est souvent on est à peu près sur la ligne où la question de la ventilation naturelle se pose le plus souvent, et même la question entre ventilation simple flux et double flux se questionne systématiquement. Donc cette opération, une école de musique, donc avec évidemment des contraintes acoustiques sur le programme, mais aussi un enjeu acoustique sur le site. Ici, on a une voie qui est classée acoustiquement avec un niveau de protection à 35 décibels sur la voirie ici. Donc, un enjeu acoustique assez fort par le programme et par le site. Le programme a été réalisé par Initial Consultant, Jean-Pierre Mariel qui est ici présent, et qui laissait ouvert et qui, à l'époque, déjà a été précurseur, nous laissait nous poser la question de la ventilation naturelle. Et donc, même si l'objectif était d'avoir un bâtiment dit passif à 15 kWh, n'ayant pas de label, nous pouvions nous permettre de proposer une solution de ventilation naturelle, tout en ayant pour objectif de respecter ces 15 kWh, ce qui est possible pour cette opération parce qu'on est sur des occupations intermittentes. Voilà. Le programme, le projet tel qu'il est réalisé, donc un bâtiment en 3 niveaux avec une partie salle de répétition orchestre, des salles de danse, des salles de répétition de musique, etc., des bureaux, enfin voilà, tout un programme, une salle de danse, un patio central. Donc un projet qui permettait d'avoir des salles variées. Là aussi, déjà, la première question, c'est de se savoir où est-ce qu'on met la ventilation naturelle. Est-ce qu'on la met dans toutes les pièces ou est-ce qu'on la met pas dans toutes les pièces? À l'origine, on avait imaginé le faire partout, y compris dans un studio d'enregistrement, puisqu'il y a un studio d'enregistrement. Il s'est avéré que là, du point de vue technique, c'était possible. Par contre, ça avait un coût important de passer sur les préconisations acoustiques et techniques, de passer en ventilation naturelle sur le studio de répétition. Donc, on est resté sur un système en double flux sur le studio de répétition. Et sur la salle de répétition orchestre, de la même façon, on est resté sur une centrale de traitement d'air indépendant. Là aussi, pour des questions peut-être plutôt de gestion de la salle et de l'intermittence de la salle, voilà, et de coût. Tout le reste de l'opération est en ventilation naturelle hygiénique, que ce soit donc les salles de danse, les salles de musique, etc. Donc ici, vous voyez le niveau supplémentaire et encore le niveau. Alors, un enjeu important, on est dans un qui aujourd'hui pourrait être questionné aussi différemment. Hein, quand je parlais des enjeux notamment du site ou même des enjeux réglementaires. La réglementation incendie a été modifiée sur certains points par rapport à cette opération. Il y a des choses peut-être qu'on a fait ici qu'on devrait faire différemment dans une autre opération ou avec des préconisations un peu plus spécifiques. Ici, on travaille sur un système en compartiment, c'est-à-dire que chaque niveau est indépendant et donc on travaille sur des entrées d'air dans les fenêtres et des cheminées qui sont collectées comme des collecteurs de ventilation mécanique classiques qui sont collectés en regroupant des salles ou par salle pour amener l'air en toiture et ventiler naturellement. Le principe est celui-ci. On a une entrée d'air autoréglable en façade. Pour les façades à protéger acoustiquement, on a une entrée d'air acoustique sur la façade qui était à protéger. Et on a des extractions par cheminée dans les salles ou pour plusieurs salles regroupées. La petite question aussi de cette opération qui est une école de musique, on a eu ce débat avec l'acousticien pour ne pas émettre de bruit vers l'extérieur. Honnêtement, nous, avec l'architecte, on aurait adoré créer un orgue, mais on a eu ce débat avec l'acousticien. Donc, on a aussi un traitement acoustique sur l'extraction de l'air, un petit chant acoustique pour ne pas faire de bruit à l'extérieur. Donc ici, concrètement, vous avez les entrées d'air, qui sont les entrées d'air autoréglables,
Et puis, dans les cheminées qui extraient l'air, vous avez ce qu'on appelle un registre qui est régulé par rapport au débit. Ici, c'était la vitesse d'air qui est régulée et pas le CO2. À l'époque, on avait plutôt privilégié la vitesse d'air dans la gaine. Donc, c'est un registre qui fonctionne avec un petit peu de moteur, puisqu'on a 12 volts, qui fonctionne pour ouvrir et fermer cette ouverture et qui crée le tirage thermique pour être ventilé. Voilà, ici, vous avez le projet. Donc, vous voyez plus en détail toutes les petites cheminées qui extraient les différentes salles, donc à chaque fois, les entrées d'air, les extractions. Sur le retour des occupants, qu'est-ce que nous a appris ce projet? Ce projet nous a appris notamment que il fallait accompagner évidemment le projet du projet et de la ventilation naturelle. En visitant, on avait fait le choix dans les petites entrées d'air d'avoir un système qui pouvait permettre de les fermer à l'intérieur. On ne voit pas bien, mais ici, on a des petites entrées d'air qu'on peut, un couloir, mais on a des entrées d'air qu'on peut obstruer parce qu'on en avait plusieurs pour créer l'été et l'hiver. Et parfois, ils les obstruaient parce qu'ils étaient inconfortables, parce que ça leur faisait des courants d'air. Donc ça, c'est la question qu'on s'est posée quand même. L'emplacement des entrées d'air ici est un sujet qu'on a amélioré dans le reste de nos opérations. Donc ça, c'est un sujet confort. Sur l'autre sujet, le sujet aussi, c'est la régulation. On avait dans les registres, ici, des capteurs qui régulaient via la GTC le débit et l'ouverture des cheminées, mais cette GTB ne régulait pas par rapport à l'occupation et du coup, on ventilait en permanence. Or, on est bien en débit, en occupation intermittente, qui a pu conduire du coup à de la surconsommation. Et donc ça, c'est un élément évidemment important dans la consommation. C'est vrai aussi en ventilation mécanique, dans tous les cas. Voilà en gros sur le retour d'expérience de Brigny. Je vais passer au deuxième projet qui met en œuvre également une ventilation naturelle, cette fois double flux, avec une autre technique, le groupe scolaire Diedrich, donc conçu en 2014, et qui se situe donc au centre-ville de Bourgoin-Jallieu, au bord du parc. C'est 2 opérations à bord d'un parc, c'est le hasard qui veut ça. Un groupe scolaire avec un objectif de programme aussi ambitieux, un programmiste qui est le même d'ailleurs, initial consultant. C'est aussi le hasard de la présentation, mais peut-être pas finalement. C'est aussi un sujet important, le programmiste dans ses objectifs. Et donc un groupe scolaire de 14 classes, donc un gros groupe scolaire dans lequel on a la présence d'un parc, un objectif fort en termes de consommation. Je disais BBC, donc c'était une des premières opérations à devoir respecter la RT 2012 à l'époque. Donc on était RT 2012 moins 50%, on avait un vrai objectif énergétique. Et puis une mission en coût global demandée dans le programme. Une équipe à nouveau importante, évidemment, la question autour du maître d'ouvrage, qui était demandeur d'approches alternatives, mais pas trop dans le programme au moment où on a répondu. Et puis une équipe autour d'un architecte qui est l'agence technique avec qui on travaille depuis longtemps, Fabienne Marcoux, avec qui on a travaillé sur nos premières opérations, notamment lycée Sampé à Roanne, et puis Sarah Viricel de l'agence sur ce projet. Donc, avec aussi à nouveau des compétences essentielles, l'économie de Nizou et puis le bureau d'études fluides qui nous accompagne sur ce projet. Un site contraint, pas trop acoustiquement, mais pour plein d'autres questions, notamment la question de la pollution des sols, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Un site qui était dégagé, donc pas d'enjeu sur le vent, une orientation qu'on a pu adapter en privilégiant les orientations nord-sud.
Voilà le projet tel qu'il est, il a été conçu, des salles maternelles, ici le restaurant qui lui est resté en ventilation mécanique, double flux, et les salles primaires, et puis tous les équipements, les salles communes, dont salles polyvalentes, etc. Alors sur ce projet, au concours, on a répondu en double flux. On a tout conçu pour répondre en double flux mécanique avec récupération de chaleur. C'était la demande programme. On a dit, on répond, et on a ouvert à la possibilité d'étudier un système en ventilation naturelle pour la suite. Et donc, quand on a été lauréat, on a travaillé avec le maître d'ouvrage sur une étude en coût global sur le choix entre ventilation naturelle double flux ou ventilation mécanique double flux. Et l'étude en coût global a montré l'intérêt en termes de consommation énergétique et en termes d'énergie grise, et en termes surtout de maintenance, puisqu'effectivement, là, on n'avait pas d'enjeu de qualité d'air, donc pas de filtre, pas de questions à traiter. Par contre, pas d'enjeu sur l'entretien des centrales. Donc, un travail important sur cette question. Le système qu'on a mis en œuvre sur cette opération, c'est un système anglais qui aujourd'hui a été racheté par Velux, par le groupe Velux, qui s'appelle le système Monodrove, qui est un système de double flux en ventilation naturelle, donc qui est une tourelle par salle de classe, qui fonctionne en pression-dépression. Donc, on n'est pas dans le même système que Brignais. On a une seule et même tourelle qui amène l'air neuf et qui l'extrait. Donc, on a un système de double flux qui permet, pour une salle de classe, on a une salle de 1 mètre carré pour ventiler chaque salle de classe. Alors, ce choix-là, il n'a pas été fait non plus de façon anodine. On l'a d'abord testé avec Techné sur une autre opération à Vancia, où on a fait du suivi avec Monodrove, avec l'entreprise, qui a dû adapter aussi son système à notre climat lyonnais, parce qu'eux, ils connaissaient bien le climat anglais, qui était plutôt tempéré en hiver. Mais à Vancia, il a fallu comprendre qu'il y avait des fois de la neige à Lyon, donc travailler l'infiltration d'eau dans la tourelle. Et il a fallu imaginer qu'il y a des zones très froides, donc la diffusion d'air là dans une colonne ne pouvait pas être dans une colonne d'air froid, mais devait être étudiée dans le projet. Et donc travailler sur l'adaptation de la technique. C'est comme ça qu'on a abouti avec eux à travailler des grilles d'entrée d'air adaptées. Donc ça, c'était la première expérience. Et sur cette opération, ils ont suivi avec nous pendant 3 ans le projet sur l'instrumentation. Ils continuent d'avoir les petites sondes, le relevé de consommation. Et donc, on a adapté la régulation au fur et à mesure de ce projet, qui a fait l'objet à la fois d'une mission de suivi commandée à la maîtrise d'œuvre, mais aussi l'objet de plein de projets autour de, notamment, un contrôle de la réglementation thermique 2012. C'était le premier projet, on a été contrôlé en termes de calcul réglementaire, et suivi dans le cadre d'un projet de recherche sur la qualité de l'air dans le scolaire, avec des mesures de dioxyde de carbone pour vérifier la question de la qualité de l'air. Donc, ce projet, il a été pas mal regardé, pas mal observé, ce qui était vraiment intéressant. Et on a un élément important qui est quand même la régulation de tous ces systèmes. Je disais tout à l'heure sur Brignais la question de la GTB. Là aussi, il y a une GTB. Et là, on a vraiment un organe aussi de gestion, le gestionnaire extrêmement pointilleux et qui a vraiment pris en main la question de la ventilation naturelle et qui régule et qui a vraiment travaillé là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'a donné la mission de suivi? On a suivi les performances environnementales, à la fois les consommations de chauffage, est-ce qu'on validait le modèle de ce qu'on avait calculé. Donc oui, globalement, on suit ce qu'on avait dit. La différence, c'est la compensation cuisine, donc la ventilation mécanique. Sur la qualité d'air intérieur, la sonde qui est placée dans la tourelle régule en fonction du CO2. Donc on a mis des seuils de CO2, ça c'est ce qui a permis d'être réadapté par le suivi. On a régulé ce seuil au fur et à mesure du suivi, où du coup le principe c'est que dès que le CO2 est trop
élevé, on ouvre la ventilation. Quand le CO2 redescend, on ferme, notamment en hiver pour les questions de consommation et de confort. Le confort d'été a été évalué. Et donc là, vous avez le retour de l'été 2015 qui était quand même un été chaud, y compris en occupation, depuis 2019 est passé, où on a atteint un maximum de 29 degrés dans cette salle pour 37 à l'extérieur, sachant que le travail, il y a un élément qui n'a pas été utilisé dans les techniques qu'on a mis sur ce projet, c'est la ventilation naturelle de nuit, c'est-à-dire que la solution qui est ici permet quand même d'ouvrir les fenêtres et d'utiliser la cheminée d'extraction pour augmenter les débits pour la nuit. Quel retour d'expérience sur ce projet? Donc, à la fois un travail fin avec l'entreprise sur la régulation, les seuils de CO2 et l'accompagnement des utilisateurs. Un travail sur l'acoustique, parce que parmi les retours d'expérience des utilisateurs, on a utilisé ce système dans les salles de repos de l'école. Et clairement, ce que nous ont fait comme retour les enseignants, c'est qu'il y avait un cliquetis quand les grilles s'ouvraient, qui était un bruit métallique qui perturbait les enseignants et puis les enfants. C'est toujours une question sur la ventilation naturelle. Il n'y a tellement pas de bruit que le moindre bruit est une question qui perturbe. Or, dans une ventilation mécanique, on a des niveaux sonores qui sont bien plus élevés, mais qui ne ressortent pas forcément dans le retour d'expérience. Mais c'est important d'avoir ça comme retour d'expérience. Et puis, la question du confort en hiver, c'est celle qu'on a réglée sur la grille de distribution. Voilà sur le retour. Avant de passer aux questions, vous aurez un peu d'autres opérations détaillées dans l'ouvrage qui va bientôt sortir, que nous avons coécrit avec Dominique Gauzin-Muller, qui sortira à la fin de l'année et qui sera l'occasion pour nous de partager avec vous ces 30 ans d'ingénierie éco-responsable. Merci pour votre écoute. Évidemment, petit clin d'œil, Fabienne, nous sommes technologiquement triomphants, mais culturellement défaillantes. Une très belle citation pour ce sujet. Merci de clore. De quoi? De clore sur cette citation d'Edgar Morin, qu'on partage toutes et tous aussi. Donc, merci d'avoir détaillé ces deux retours d'expérience qui ont mis en exergue l'importance du programme. Voilà, donc encore un petit coucou à Jean-Pierre Mariel qui est parmi nous ce soir et qui a travaillé sur ces projets. Sur l'importance aussi de la mission de suivi, comme tu l'as indiqué, qu'elle soit prévue ou non, et de l'importance du jeu d'acteur pour la réussite du projet et du lien sur la vie du projet. Voilà, donc comme en première partie, les questions commencent à nous arriver, donc on va t'en poser une première. Déjà, c'était une question sur les matériaux utilisés sur le premier retour d'expérience, donc à Brignais. Pourquoi l'utilisation de la laine minérale? Donc ça, c'est pas forcément sur le sujet de la ventilation naturelle, mais c'était plus une question de curiosité. C'est sur l'acoustique, c'est le choix qu'on a dans le... Oui, effectivement. On pourrait utiliser d'autres isolants. Voilà. Acoustiquement aussi performants. Et au regard de ton expérience, vu qu'il existe très peu de maîtres d'ouvrage en demande de ventilation naturelle, qui peut être l'acteur principal qui sera capable d'initier cette réflexion en faveur de son existence? Est-ce le programmiste, l'architecte, le bureau d'études fluides, un élu, un autre acteur? Tout le monde, en fait. Finalement, chacun prend sa part, mais je pense que c'est assez vrai dans tous les projets où on a envie de pousser l'éco-responsabilité, c'est que finalement, on a tous notre rôle à jouer. Et puis, le plus important, c'est le partage de retours d'expérience, parce qu'il faut pouvoir partager pour avancer. Et puis, continuer de montrer que ça existe et que ça marche. Donc, moi, je dirais que, évidemment, l'architecte, il a un rôle. Ici, vous
vous voyez qu'on avait quelques ouvertures dans le programme, mais c'était pas clairement demandé. Enfin, aujourd'hui, c'est je crois vraiment, si, j'ai des opérations, c'est les opérations en région parisienne, donc qui sont demandées en double flux. Aujourd'hui, il y a une commune qui demande ça et qui a fait l'objet de 2 groupes scolaires, dont le deuxième en double flux avec récupération de chaleur. Mais sinon, c'est très rare d'avoir cette demande de ventilation naturelle. Une question par rapport à la typologie des bâtiments. Peut-on utiliser dans une maison individuelle des cheminées dont on ne se sert pas pour chauffer, pour la ventilation? Alors non, il faut faire très attention. Évidemment, quand on disait tout à l'heure, la ventilation, ça déplace de l'air hygiénique, donc attention. Il y a des vrais… ça veut dire qu'il faut les regainer, quoi. Voilà, il y a un petit peu de technique, mais de la même façon qu'on est pour les cheminées, c'est la même question. Mais en tout cas, oui, c'est un conduit d'extraction, sous réserve qu'on le réutilise. Après, l'enjeu dont je n'ai pas du tout parlé là dans le dimensionnement de la ventilation naturelle, c'est que comme la ventilation naturelle marche à très basse vitesse et à très basse pression, parce qu'il lui faut le moins d'obstacles possible, il lui faut des grandes gaines. Donc, il lui faut beaucoup d'espace. Donc, les toutes petites gaines qui sont pour la cheminée, si par exemple on est sur l'extraction d'un poêle, c'est trop petit, ça ne passe pas, on a trop de perte de charge et là, on ne saura pas gérer forcément le débit. Mais c'est des choses à regarder. Sur des typologies de bâtiments. Alors, peut-on utiliser… non, as-tu des retours d'expérience de ventilation naturelle sur du logement collectif? Oui, une. Une, qui est celle que je présentais au tout début, c'est l'opération de Saint-Nazaire avec Philippe Manec. Celle-là, elle est réalisée, instrumentée. Elle a fait l'objet d'un ATEX pour l'opération. Donc, ça marche. Ça marche, c'est assez complexe. Même si, de fait, finalement, ça a bien marché dans la réhabilitation. Donc, c'est presque dans la réhabilitation qu'on peut le plus aujourd'hui se poser cette question. Donc, oui, il y a cette opération-là. On ne l'a pas réitéré parce que c'est beaucoup d'énergie et de complexité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Par contre, là, naturellement, on va plus vers l'hybride parce qu'on a moins de questions réglementaires, clairement. Moins de questions de blocage pour le calcul thermique, moins de questions avec le bureau de contrôle. Voilà. Et puis, l'autre opération que j'évoquais tout à l'heure, qui est l'opération à Bordeaux, qui est, elle, en ventilation naturelle pour du logement collectif, uniquement sur la ventilation des fenêtres. Donc, toutes les pièces du logement ont accès à la ventilation naturelle extérieure. Et donc là, on travaille, pas avec des cheminées, mais on travaille en ventilation naturelle. L'opération n'est pas construite encore, elle est conçue. Le chantier n'a pas démarré. Et plusieurs questions sur le fonctionnement du double flux naturel. Si tu peux donner plus de précision, notamment la configuration de la cheminée. Et on nous pose la question aussi, donc a priori, elle fonctionne beaucoup par tirage thermique. Le couplage avec un puits canadien provençal est-il possible, pardon. Alors, sur le double flux, l'exemple que je vous ai cité tout à l'heure, c'est, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est un double flux, là, en ventilation naturelle, mais avec le système de monodrof, donc qui est un produit manufacturé, donc qui est une gaine coupée en 4 et qui travaille en pression-dépression, c'est-à-dire sur toutes les directions de vent. On a une partie des gaines qui sont en pression, une autre en dépression, et on crée ce système de double flux puisqu'on a extraction et amener d'air sur la même opération. Là où je vous disais, c'est qu'on a un échange thermique qui se fait ici. On n'a pas de récupérateur de chaleur dans ce cas de figure-là. L'opération dans la région parisienne des Boutours a lui un récupérateur de chaleur, mais
Ici, il n'y en a pas, mais par contre, l'échange thermique sur la cheminée, on a estimé, nous, qu'il y avait un gain, mais qu'on n'a pas aujourd'hui pris en compte dans les calculs, mais on pense qu'il est de l'ordre de 20% en récupération de chaleur. L'autre question, c'était le puits canadien. Alors, le puits canadien, ce n'est pas facile en ventilation naturelle. On a une opération qui nous questionne, où on n'avait pas utilisé un puits canadien, mais par contre une galerie, c'est à Lunel, dans un lycée, où on avait effectivement un préchauffage de l'air via une galerie pour l'hiver et puis un pré-rafraîchissement pour l'été. La difficulté du puits canadien, c'est les pertes de chaleur. Clairement, ça veut dire que c'est des gros débits, des gros tuyaux. Ça va augmenter. Pour le coup, c'est une vraie question aussi de frugalité. Jusqu'où on va, quoi, en matière dans cette question-là. On a des propositions aussi en termes d'intermittence. Ne faut-il pas développer des saisons? Ne faut-il pas développer le concept de ventilation mécanique pour les périodes critiques de froid et de chaud et laisser la ventilation naturelle opérer le reste de l'année, c'est-à-dire la majorité du temps? Alors ça, c'est ce qu'on a dans plusieurs de nos opérations. Ce n'est pas ce que je vous ai cité là, mais ça, c'est presque systématique pour nous, y compris en logement. On a une opération à Pixéricourt, en région parisienne, qui fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'on est passif, on est labellisé passif. Donc, on a un double flux pour l'hiver et un système de ventilation pour l'été, avec des cheminées et des entrées d'air. Question, pour moi, frugalité, est-ce qu'on a besoin d'avoir deux systèmes? C'est une question. Peut-être que ça s'adapte à un cas de figure parce que là, l'enjeu, il est fort. C'est peut-être aussi une question à se poser là où les enjeux de qualité d'air sont importants, où il faut traiter l'entrée d'air. Par contre, multiplier les systèmes, pour moi, c'est une vraie question en termes de frugalité et d'efficience. On a une question qui revient aussi sur les débits hygiéniques. Donc, est-ce que tu peux revenir sur les moyens qui permettent de garantir ces débits, notamment auprès d'un bureau de contrôle, notamment sur l'étude aérolique? Ouais. Donc là, évidemment, on est dans des outils de simulation fine. Pour garantir les débits, nous, on utilise les modélisations, les outils de simulation thermique et aérolique. Pour donner deux exemples, on utilise Virtual Environment et Design Builder, qui sont des outils, pour ceux qui connaissent la technique, qui sont des outils de simulation thermique très fins avec des modèles qui nous permettent de modéliser finement le chemin de la ventilation. Et qui sont les moyens qu'on peut mettre en œuvre pour garantir les débits du point de vue du calcul. Voilà. C'est ce qu'on utilise aujourd'hui. Mais on est évidemment obligé, et ça c'est vrai que c'est une des questions de ce que j'ai évoqué sur la question du temps, hein, c'est un engagement fort en termes de justification. Même si parfois, vu le nombre de fois où on l'a mis en œuvre, on se dit que ça peut marcher, mais il faut quand même passer par ces modèles aujourd'hui pour montrer que ça marche. Alors, une question par rapport à l'usage et du coup sur la faisabilité de la mise en œuvre de cette solution. La sensation de froid, donc d'un confort lié à la ventilation naturelle, n'est-elle pas un frein majeur? Alors, dès qu'on me parle de cette question de confort, loin de moi l'idée d'évacuer la question, mais c'est une question qu'on doit se poser aussi en ventilation mécanique. Parce que ce que j'ai dit en préalable, nous, ce qui nous importe, c'est de réguler le débit. Donc, on est bien sur les mêmes débits que des débits hygiéniques standards, y compris en ventilation mécanique. Et cette question du confort, elle est évidemment primordiale pour que les bâtiments soient ventilés. Et c'est aujourd'hui une question qui est une question sanitaire qui ressort et pour laquelle on est ravis de voir qu'effectivement la ventilation naturelle est une solution. Mais évidemment, il faut prendre en compte l'air, d'où il vient et l'impact qu'il peut avoir sur les
Sur les utilisateurs, donc ça, ces moyens-là, on les utilise et on peut, soit on a aussi ce retour d'expérience de quelques techniques qui marchent mieux que d'autres, et puis sinon, on modélise aussi finement cette question par des modèles encore plus fins que les modèles Aerolix qui s'appellent de la CFD, où on peut modéliser clairement le confort. C'est un peu ce que je vous illustrais tout à l'heure. Ça, c'est une opération qu'on a aujourd'hui à Villefranche qui est en chantier pour la région, pour le lycée de Villefranche-sur-Saône avec Novae, où on a travaillé l'implantation de l'entrée d'air derrière l'organe de chauffage avec un système vraiment calculé pour que l'air soit préchauffé, notamment en période de chauffage, pour limiter l'impact en termes de confort. Ce qui n'est quasiment jamais fait pour la partie ventilation mécanique. C'est ce à quoi je voulais absolument faire référence. Une question qu'on repêche dans la partie 1, on n'avait pas eu le temps de poser toutes les questions. Peut-on travailler également le rafraîchissement adiabatique comme les tours avant et la ventilation? Alors oui, aujourd'hui en tout cas, on peut. Après, on peut aussi dans les entrées d'air, enfin c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, pas forcément sur le puits canadien, mais si l'entrée d'air est en lien avec un espace vert où il y a de l'évapotranspiration, on va créer ce principe d'adiabatique. Les tours avant, oui, c'est ce qui est effectivement utilisé dans les climats chauds. Par contre, le coupler aujourd'hui avec les systèmes qui existent adiabatiques, c'est à nouveau des questions de perte de charge et de cumul de systèmes. Aujourd'hui, on n'a pas trouvé le lieu où on a eu à le faire parce que tout le reste de la conception passive doit être pris en compte avec, et que si on a bien isolé, bien protégé, et qu'en plus on a éventuellement des brasseurs d'air pour améliorer le confort, on n'a pas forcément nécessité à utiliser la diabatique, mais c'est une question qui peut se poser. Alors, pour terminer, on peut conclure par une remarque d'un de nos participants. Et pourquoi ne pas simplement vivre avec une bouteille d'air sain accrochée dans le dos, plus un masque pour se protéger des attaques de Dame Nature? C'est une stade. Voilà, bien sûr. Et comme le disait déjà et si bien les tontons flagueurs, on va ventiler tout ça. Donc, voilà. Merci Laurent pour ces remarques. On reconnaît bien Laurent. Voilà. Et pour les références de Karine, on vous mettra les indications sur le fil de la bulle parce qu'on a des questions à ce sujet aussi. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu souhaitais rebondir encore sur un élément, Karine, ou... J'espère avoir été claire. C'est un exercice complexe en peu de temps, mais je suis dispo pour d'autres échanges. L'idée, c'est de vous donner envie, même si on voit que ce n'est pas toujours facile, mais nous, on prend un plaisir évidemment infini en tant qu'ingénieur à accompagner l'ensemble des équipes là-dessus. C'est ce qui nous motive. Enfin, voilà, l'ingénieur éco-responsable, c'est ça. C'est celui qui s'amuse aussi. Donc, c'est ça aussi, le plaisir de travailler ensemble pour avancer sur des bâtiments les plus performants et les plus beaux. Voilà. Donc, écoute, merci pour cette belle synthèse et pour ta présentation inspirante et oxygénante avec la conviction qu'on te connaît et qui donne envie de démystifier et de dépasser les conventions, avec preuve par ces exemples que c'est bien possible. Et toujours avec l'enjeu central d'avoir cette approche globale de projet, avec l'utilisateur et sa santé au centre des préoccupations, l'efficacité énergétique n'étant qu'une résultante, et dans une optique de frugalité, et comme tu disais à l'instant, de plaisir partagé. Merci à vous, toutes les deux. Et alors, on va faire un merci général à toutes et à tous pour votre participation active à cette bulle. Que nous souhaitons conclure sur un sujet qui pose d'autant plus questions dans la période de crise sanitaire que nous vivons.
L'intrication entre santé, ventilation naturelle et architecture et urbanisme qui ont jalonné de tout temps de grandes réalisations humaines et humanistes. Voilà, donc comme le souligne dans le magazine Télérama du 18 novembre, donc de la semaine dernière, Philippe Ram, architecte suisse, auteur d'Histoire naturelle de l'architecture, comment le climat, les épidémies et l'énergie ont façonné la ville et les bâtiments. Donc il revient sur des exemples architecturaux plus anciens, comme le dôme du Panthéon, construit au 1er siècle avant Jésus-Christ à Rome, avec son oculus au sommet qui permet d'évacuer l'air chaud, est une parfaite machine de ventilation naturelle, laquelle inspirera Soufflot à la fin du XVIIIe siècle pour la construction de l'Hôtel-Dieu à Lyon. Son dôme, point central et culminant de cet immense bâtiment dont toutes les salles communiquent, a pour fonction d'évacuer les miasmes. Gageons que les retours d'expérience partagés par Karine ce soir seront également source d'inspiration. Et vos messages très sympathiques continuent de nous arriver, ça nous fait très plaisir et ça nous donne de l'énergie pour la suite. Et nous, on se retrouve pour cette programmation bullesque au premier trimestre sur la thématique du réemploi, comme un nouveau mode de construire en synergie entre économie circulaire, énergie grise et dynamique de territoire. Et pour accompagner la reprise de nos voyages d'études, en 2021, on va vous proposer un nouveau format de bulle itinérante sur nos sujets écologie, bâtiment, aménagement, pour vous partager des retours d'expériences engagés et inspirants avec notre réseau d'intervenants et d'intervenantes en France et ailleurs, en Allemagne, en Suisse, en Suède, en Autriche, à La Réunion. Donc voilà, sans en dévoiler plus, on vous donne rendez-vous en 2021 pour ce nouveau format de bulle. Et un rapide coup de projecteur sur deux actus de la rentrée, parce qu'on y est presque encore un peu pour la SCOP Les Deux Rives. Donc les formations certifiantes et labellisées DDQE qui reprennent à Strasbourg et Dijon au printemps 2021 et à Lyon et Caen à l'automne, avec des intervenants que vous avez pu voir pendant cette programmation de bulles qui nous partagent leur retour d'expérience sur un format de formation qu'on expérimente maintenant depuis 2003, et quelques références de formation courtes qu'on organise en lien sur ces sujets, notamment confort d'été, confort d'hiver, ventilation et voilà, d'autres thématiques qui jalonnent l'agenda de la SCOP qu'on vous fera parvenir à l'issue de cette bulle également. Et toujours plus d'infos sur l'agenda de la SCOP qui est encore en construction au vu de l'actualité sanitaire qui nous amène à nous réinterpréter continuellement. Nous vous mettons le lien dans le chat avec la programmation des classes virtuelles notamment et des formations courtes et des voyages d'études et événements à venir prochainement, nous espérons. On salue d'ailleurs, on parlait des intervenants de la formation des DQE qui interviennent lors des bulles. Il y en a aussi, il y a pas mal d'intervenants qui participent en tant que participants, comme vous tous, aujourd'hui notamment à la bulle. Donc on les salue aussi tous. Vous êtes nombreux et ça nous fait plaisir de vous retrouver, ainsi que les anciens stagiaires des formations qu'on organise et des gens qui nous suivent régulièrement et des nouveaux qui nous rejoignent. C'est avec grand plaisir qu'on partage ces moments ensemble. Et pour finir, comme d'habitude, les replays de tous les webinaires Bulles des Deux Rives sont visionnables sur notre site Faire ensemble et autrement et sur la chaîne YouTube et SoundCloud de la SCOP Les Deux Rives, donc pour la vidéo et pour le podcast. Et donc, encore un grand merci à vous tous pour votre participation et merci à Karine pour ton intervention éclairante.